Bonjour à tous et merci d'avoir affronté les grèves, le mauvais temps. J'espère que vous ne le regretterez pas, parce qu'on va parler d'un problème qui est assez fascinant. Comment un pays comme l'Égypte, après des millénaires de langue égyptienne, après plus d'un millénaire de langue grecque, va passer à l'arabe. Le 25 avril 643, les pagarques d'Héracléopolis, c'est-à-dire des responsables du district dont Héracléopolis que vous avez sur la carte est la métropole, se voient remettre un reçu pour une réquisition de 65 moutons. Alors je vous lis la traduction de ce document, de la partie grecque de ce document, que vous avez à l'écran. Au nom de Dieu, moi, l'émir Abdallah, à vous, Christophoros et Théodorakios, pagarques d'Héracléopolis. J'ai reçu de vous, au titre de l'entretien des Saracènes, qui sont avec moi à Héracléopolis, 65 moutons. Alors le chiffre est donné en chiffres tout d'abord, puis ensuite il est répété en toutes lettres, donc 65 seulement. Et pour que ce soit manifeste, j'établis la présente quittance par écrit. Fait par moi, Jean, secrétaire. On a quelque chose d'un peu curieux ensuite qui n'a pas été encore totalement résolu. Le 20 du mois de Farmouti, un des mois égyptiens, de la première indiction. Je vous rappelle que l'indiction est un système de datation par cycle de 15 ans. Donc on aboutit à la date du 25 avril 643 dans notre calendrier. Une apostille écrite au verso donne un résumé de ce document. Reçu pour les moutons, délivré aux Magaritaï et aux autres venus pour lever les impôts de la première indiction. Alors, on aurait là un reçu qui serait banal s'il n'était pas émis par un personnage dont le nom détonne dans le paysage onomastique de l'Égypte byzantine par sa consonance arabe, Abdallah, écrit Abdallah en grec, si son objet n'était pas tout à fait nouveau, puisqu'il s'agit de l'entretien des Saracènes, les Saracènes étant le nom que les Grecs donnaient aux Arabes, et qui sont appelés au verso les Magaritaï, nom tout à fait nouveau en grec et sur lequel je reviendrai. Et enfin, si ce reçu n'était pas accompagné d'une version en arabe, dont voici la traduction. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, voici ce qu'ont pris Abdallah ibn Jabir et ses compagnons d'armes en fait de brebis de boucherie d'Arnas. Alors Arnas est le nom arabe d'Héracléopolis qui est calqué en fait sur le nom égyptien. Nous avons pris d'un représentant de Tirak, c'est-à-dire la forme arabe de Théodorakios qu'on a vu dans la partie grecque, fils cadet d'Aboukir, Apakuros, et d'un représentant d'Istaphane. Alors là, il y a une erreur, puisqu'Istaphane correspond à Stéphanos, Étienne ou Stéphane en grec. C'est une erreur, évidemment, puisqu'on a vu que dans la partie grecque, le personnage s'appelle Christophoros, fils aîné d'Aboukir. 50 brebis de boucherie et 15 autres brebis. Il les donna pour être abattus à l'équipage de ses vaisseaux, à sa cavalerie et à son infanterie cuirassée au mois de Jumada, premier de l'an 22. Il faut entendre évidemment, il faut comprendre l'an 22 de l'Hégire, écrit par Ibn Hadid. Eh bien, vous avez là le premier papyrus écrit en arabe et, plus généralement, le plus ancien document arabe de l'islam. La version arabe du reçu ne laisse aucun doute sur le fait que les Saracènes dont il est question dans le texte grec sont des militaires et qu'on a donc affaire à des réquisitions pour l'armée arabe. Effectivement, l'Égypte venait d'être envahie par les arabo-musulmans au cours d'une conquête aussi éclair que celle des Sassanides dont je vous ai parlé quelques semaines,
une vingtaine d'années plus tôt, mais qui, contrairement à cette dernière, marquera irréversiblement le pays. Alors l'invasion de l'Égypte s'inscrit dans une dynamique qui va transformer les razzias des tribus arabes rassemblées par l'islam, nouvellement proclamé par Mahomet, Mohammed, en une conquête à grande échelle, unifiant sous un pouvoir unique et au nom de la nouvelle religion tout le croissant fertile, du golfe Persique jusqu'au rivage de la Méditerranée, et même au moment de son extension maximale de l'Indus à l'Andalous et au sud de la Gaule. L'action de Mahomet, qui meurt en 632, est poursuivie par son compagnon, le calife Abou Bakr, puis à sa mort en 634 par un autre compagnon du prophète, le calife Omar, qui profitent tous deux de l'affaiblissement des empires byzantins et sassanides, sortis quelque peu exsangues de leur récent affrontement. Alors après une série de victoires remportées à partir de 633, la bataille de Yarmouk en 636, qui voit tomber des milliers de soldats byzantins, donne aux arabo-musulmans la Syrie et la Palestine. Et au bout de 6 mois de siège, Jérusalem se rend en 638. Alors, pendant ce temps, les Byzantins, par manque de moyens, restent sur la défensive. Le général Amr ibn al-As, après avoir conquis en 637 la zone de Gaza, où il semble avoir possédé des biens-fonds, tente de convaincre le calife Rashidoun Oumar, qui a régné de 634 à 644, tente de le convaincre de conquérir l'Égypte, pays que Amr connaissait selon la tradition pour y avoir fait du commerce, pays dont les richesses ne pouvaient que renforcer le nouveau califat, et pays aussi qui était une porte sur l'Afrique du Nord. Il se trouve aussi que, selon certaines sources, l'empereur Héraclius avait renoncé en 639 à payer aux Arabes le tribut fixé au terme d'un pacte qui avait été passé en 636 ou 637 entre le général Amr et Cyrus, le patriarche d'Alexandrie, en charge aussi des affaires séculières de l'Égypte, dont j'ai eu l'occasion de parler à un de mes derniers séminaires. Le prétexte, donc, était tout trouvé. Alors, le déroulé précis de la conquête est une affaire très embrouillée. La connaissance que nous en avons repose sur des chroniques byzantines, et surtout celles de Jean de Nikiou, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, Jean de Nikiou qui est égyptien et qui a écrit très peu de temps après la conquête. Notre connaissance aussi repose sur des chroniques plus tardives de langue arabe qui présentent entre elles des contradictions souvent irréductibles. Alors, malgré la magistrale monographie de Alfred Butler, The Arab Conquest of Egypt, écrite en 1902, ouvrage qui est toujours essentiel concernant ce problème, même s'il est entaché de quelques partis pris, et en dépit aussi des travaux de Quellen-Forschung menés très récemment, et je pense notamment à un ouvrage de Byhammer de 2000, Quellen kritische Untersuchungen zu ägyptischen Kapitulationsverträge, eh bien, la conquête de l'Égypte est une histoire qui, dans le détail, est encore pleine d'obscurité. Alors, elle démarra en décembre 639, lorsque Amr, parti de Gaza, pénètre sur le territoire égyptien avec 3500-4000 hommes. Il entre par Péluse, c'est exactement le même chemin qu'avaient suivi les Sassanides 20 ans avant. Il entre par Péluse, qui est prise au bout d'un mois, en fin janvier 640. Selon d'autres sources, ça pourrait être au bout de 6 mois. Il prend ensuite la direction de Babylone, l'ancienne forteresse romaine, dont je vous montrerai plus tard une photo de cette forteresse, qui se trouve donc à la pointe méridionale du delta et dont la possession lui permettait d'isoler le delta du reste de la vallée du Nil et de partir ensuite à la conquête d'Alexandrie. Avant de s'attaquer à Babylone et dans l'attente de renforts demandés au calife,
Alors, cette prudence est traditionnellement mise sur le compte du manque d'assurance des Arabes en matière de pollueurs cétiques. Eh bien, il descend vers le sud et prend d'assaut Oxyrhynchos, Barnassa, capitale de la province d'Arcadie, puis il s'empare de diverses villes du delta et peut-être du Fayoum. Un contingent de 4000 hommes, selon les sources les plus autorisées, jusqu'à 12 000 selon des sources arabes, le rejoint sous la conduite de Zubayr ibn el-Awam, ce qui lui permet de défaire les soldats byzantins à Héliopolis, qui est appelé maintenant Ain Shams, en juillet 640, puis de s'emparer de Babylone en avril 641, après 6 mois de siège. Voici les restes que vous pouvez encore voir si vous allez dans le Vieux-Caire de la vieille forteresse romaine de Babylone. L'empereur Héraclius venait de mourir 3 mois plus tôt, le 11 février 641, ce qui évidemment ne pouvait que contribuer à paralyser la réaction des Byzantins, d'autant que la régence de Martina qui se met en place passe pour avoir été très modérée à l'endroit des arabo-musulmans. Alors Amr part alors à la conquête d'Alexandrie, prenant sur le chemin Nikiou, la ville de Jean, l'historien dont je vous ai parlé tout à l'heure, en mai 641. Malgré l'assaut des Arabes, Alexandrie résiste. C'est alors, semble-t-il, malgré, je le répète, une chronologie très confuse, que le patriarche Cyrus conclut avec Amr un cessez-le-feu de 11 mois, donnant aux Byzantins le temps de rassembler leurs biens et de quitter les lieux sans être inquiétés. Une fois passé ce délai, ils seraient soumis aux mêmes conditions que les autres cités déjà prises par les conquérants, à savoir le versement aux Arabes d'un tribut en échange de la paix et de leur protection. Cet accord semble, selon les diverses sources, se confondre avec d'autres conclus entre Cyrus et les Arabes à des moments divers. Alors, la tradition la plus communément admise veut qu'un traité de paix, connu sous le nom de traité de Babylone, signé en novembre 641, ait donné l'Égypte aux conquérants. Malgré la confusion qui règne dans la chronologie, du ou des traités, traité d'Alexandrie, traité de Babylone, et l'incertitude qui entoure ces ou leurs clauses exactes, certaines sources arabes donnent à penser que le sort de l'Égypte tout entière n'a pas été scellé dans un seul traité, mais que les cités ont négocié individuellement, au fur et à mesure de l'avancée de la conquête, leur propre traité avec les arabo-musulmans, à moins que le traité de Babylone ne s'y soit finalement substitué. Il n'en reste pas moins vrai que les témoignages épigraphiques que je présenterai bientôt montrent que dans la conscience collective, le traité de Babylone a pu être ressenti comme un événement fondateur. Alors, quelle que soit la chronologie que l'on adopte, Alexandrie semble être tombée en septembre 642, quelques mois après la mort du patriarche Cyrus en mars 642, et alors qu'Amr avait poursuivi la conquête du sud du pays jusqu'en Thébaïde, nous dit Jean de Nikiou. Selon certaines sources, sûrement exagérées, à la suite donc de la prise d'Alexandrie, 100 000 civils et militaires auraient été évacués par bateau jusqu'à Constantinople. Les arabo-musulmans avaient subjugué l'Égypte en 3 ans, en faisant durablement une province du califat omeyyade à partir de 660, avec pour capitale Damas, et ensuite abbasside à partir de 750, avec pour capitale Bagdad. La rapidité de cette conquête a été mise sur le compte de la faiblesse de l'armée byzantine, minée par les décennies d'affrontements avec les Sassanides, et coupée du cœur de l'Empire après la bataille de Yarmouk et la conquête du croissant syro-palestinien. On y a vu aussi le résultat d'un soutien ou peut-être d'une absence de résistance de la part de la population égyptienne, notamment de confession monophysite, à l'endroit des nouveaux occupants, mais c'est là une question très discutée qui continue à ne pas faire l'unanimité et sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. En tout cas, la population d'Égypte n'a probablement pas ressenti la situation comme définitive, contrairement à ce que notre regard moderne, rétrospectif,
pourrait trop vite nous laisser penser. Le précédent qu'avait constitué la conquête sassanide pouvait leur faire croire que le vent de l'histoire allait de nouveau tourner, d'autant que les Byzantins ne s'étaient pas avoués immédiatement vaincus. Peut-être à la faveur du décès du calife Omar en novembre 644, ils tentèrent en effet de reprendre Alexandrie en 646 sous le commandement de l'eunuque arménien Manuel. Le calife Uthman, qui succéda à Omar, rappela alors Amr, le gouverneur d'Égypte, le conquérant d'Égypte, après l'avoir d'ailleurs congédié en 644. Les Arabes reconquirent Alexandrie en massacrant les militaires, en réduisant la population civile en esclavage et en provoquant la fuite d'une bonne partie de la population. Cet échec ne dissuada pas les Byzantins de continuer à attaquer les Arabes pendant encore des décennies. En 664-65, le calife Muawiyya aurait, nous dit-on, défait 1000 soldats byzantins qui auraient pénétré en Égypte. En 672, les Byzantins envahirent Paralos, qui est à l'extrême nord du delta, Burulus en arabe. Et en 720, nous sommes donc bien après la conquête, les Byzantins attaquèrent à nouveau Alexandrie et Tinis, sur le lac de Manzala. Ces raids pouvaient donner l'impression à la population qu'un retour dans le giron de l'Empire byzantin n'était pas une éventualité trop téméraire. Aussi trouve-t-on dans les ermitages du site monastique des Kélias, vous avez une vue aérienne de ce site, qui est constitué d'ermitages, qui ont été fouillés par les Français et les Suisses. Eh bien, dans ces ermitages des Kélias, on a trouvé 2 inscriptions funéraires comportant une formule de datation par le règne de l'empereur Constant II, 641-668. Alors, je signale qu'en l'absence de compute universel, il n'y avait pas à l'époque, évidemment, d'ère chrétienne, la seule façon de dater un document ou une inscription de façon absolue était par les années du règne du souverain en place. Donc nous avons cette inscription qui date du règne de Constant II, donc 641-668, nous sommes donc après la conquête arabe. Et plus étonnant encore, nous avons dans un ermitage toujours des Kélias, eh bien, une inscription datée par le règne de Justinien II. Justinien II, donc, qui a régné en 685, 695 et 705, 711. Nous sommes environ 50 ans après la conquête, et certains moines donc continuent à utiliser un système de datation en référence avec le pouvoir byzantin, comme si, écrit Jean Gascou, les ascètes de l'époque éprouvaient encore quelques difficultés à s'abstraire du cadre byzantin. Alors, il ne faudrait malgré tout pas trop surinterpréter ces inscriptions en faisant des témoignages d'une loyauté persévérante, têtue envers Byzance. Outre qu'il peut s'agir seulement de résidus de vieilles habitudes, d'automatismes, je connais encore des personnes qui utilisent les anciens francs sans que cela signifie qu'elles soient restées fidèles à la IVe République. Bon. Force est de constater que d'autres moines kéliotes ont très vite adopté un compute faisant référence au nouveau pouvoir, et cela bien avant les 2 inscriptions citées à l'instant. On trouve en effet plusieurs inscriptions au Kélia datées selon le règne des Lamis, à côté d'une datation selon le système indictionnel. Le système indictionnel, c'est un système de cycle de 15 ans, ainsi qu'à côté d'un système qui utilise l'ère de Dioclétien, dite aussi l'ère des martyrs, dont le point de départ est le début du règne de l'empereur Dioclétien en 284. Alors, voici ces inscriptions qui parlent des Lamis. Vous en avez 4 ici à l'écran. Alors, je vous en montre seulement 2. Celle-là, donc, qui parle de notre bienheureux
père Gunthos, qui est entré dans le repos, donc qui est mort le 19e jour du mois de Tobi, à la 8e heure, alors que les Lami étaient en Égypte, dans leur 24e année. Bon. Vous avez cette autre inscription. Notre bienheureuse sœur Sophia est entrée dans le repos de la mort le 21e jour du mois de Tobi, à la 8e heure. En fait, il ne faut pas lire heure, puisque depuis, on a montré que le mot adjep en copte ne signifie pas heure, mais désigne l'année. Donc pendant le règne des Lami, l'année 417 de Dioclétien. Alors, selon le compute de l'ère de Dioclétien ainsi que celui de l'indiction, on peut dater ces inscriptions. La première, je vous ai montré, de 665 et celle-ci de 701. Alors, ce règne des Lami, des Lami qui est utilisé pour dater ces inscriptions, n'est ni plus ni moins que celui des Arabes. Le mot Lami, qui se retrouve dans des textes littéraires coptes, orthographiés aussi sous la forme Lahmi ou bien Lamites, désigne en effet les musulmans, comme nous le montre une entrée de la Scala Magna d'Abu el-Barakat ibn Kabar, qui est du XIVe siècle. Alors, les Scalae, ce sont des sortes de glossaires composés par des coptes lettrés entre le XIe et le XIVe siècle, soucieux de sauver la langue des ancêtres en train de disparaître dans un monde qui s'arabise, ou qui est même déjà arabisé, en donnant donc des traductions arabes à des mots coptes qui sont classés par thème. Et donc, dans cette scala dont je viens de vous parler, on trouve le mot lamites, qui est traduit par le mot arabe muslim, c'est-à-dire musulman. Alors, l'origine de ce mot lami a été diversement interprétée. Certains y ont vu une forme de islamites, musulman, donc islam, le mot arabe islam, avec un suffixe grec en tes, mais le problème c'est que ce mot n'est pas attesté en grec. D'autres y ont vu le nom de la tribu pré-islamique des Lahmides, mais celle-ci était réputée pour être chrétienne, même si elle s'est tardivement convertie à l'islam. Quoi qu'il en soit, ce qui est important pour mon propos, c'est qu'au moins dès 664-665, une ère qui était différente de celle de l'Hégire est adoptée, dont le point de départ, d'après les recoupements qui sont faits avec les indictions et avec l'ère des martyrs et les mois égyptiens, dont le point de départ est novembre 641, soit le traité de Babylone. Alors, faut-il donner à cette ère une connotation similaire à celle de Dioclétien, qui commémorait, je vous le rappelle, les persécutions des chrétiens à travers l'avènement de l'empereur qui allait en être l'auteur, autrement dit la commémoration d'un désastre, ou bien était-ce, sur un mode plus neutre, une façon de prendre acte d'un changement de régime? La réponse est difficile, d'autant que la position des Coptes vis-à-vis des musulmans est, je l'ai dit, un problème discuté qui a donné lieu à des positions très divergentes. J'aurai l'occasion d'y revenir. On notera cependant que ces inscriptions, parlant des Lami, viennent du même ermitage, le Kusur al-Izela 90, que les deux inscriptions qui affichent le nom de l'empereur Constant. Voilà qui incite peut-être à ne pas trop solliciter ces datations impériales dans un sens politique. Quoi qu'il en soit, un texte comme le reçu d'Abdallah, que je vous ai présenté au début, qui fait allusion à de nouvelles institutions fiscales, la dapanée, c'est-à-dire les réquisitions destinées à l'entretien des occupants, et qui arbore une nouvelle écriture, l'arabe, donne bien l'impression qu'une page de l'histoire de l'Égypte venait d'être tournée. Malgré d'incontestables et d'inévitables continuités que les papyrologues se sont plus à dégager et peut-être, je dirais, à exagérer, contrairement aux arabisants, ce qui frappe avant tout, ce sont certaines ruptures profondes et immédiates et certaines évolutions qui s'avéreront irréversibles, même si cette impression doit être quelque peu nuancée du fait de notre très mauvaise connaissance de la période immédiatement antérieure.
Alors regardons-les de plus près, car elles conditionnent la nouvelle situation linguistique qui est en train de s'installer en Égypte. L'Égypte va faire l'objet tout d'abord d'une réorganisation de son territoire et de son administration. Constituée à l'époque byzantine de plusieurs provinces, vous aviez l'Égypte I, l'Égypte II, l'Augustamnique I, l'Augustamnique II, l'Arcadie, la basse et haute Thébaïde, la basse et haute Libye. Elle redevient une unité territoriale qui constitue sous le nom d'Égypte une des 3 provinces du califat à côté de l'Afrique, afriquée en grec, et de l'Orient, anatolée. Elle est dirigée par un gouverneur appelé Symboulos, en grec, en arabe Amir, représentant du calife. Alors dans les textes grecs, le mot utilisé est proto-Symboulos ou une translittération Amir al-Moumnin, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, ou bien une traduction Amiraston Piston, commandeur des croyants. Son administration est installée dans la nouvelle capitale Fustat, qui vient d'un mot latin grécisé Phossaton, qui est actuellement une partie du Vieux-Caire, et qui est souvent désigné dans les textes sous le nom de Babylone, qui est le siège des entrepôts et des arsenaux. Alors ce transfert de capitale, évidemment, fait perdre à Alexandrie sa position, son statut plus que millénaire de capitale, et donc de cité au statut prépondérant. L'Égypte continue à être divisée en éparchies, c'est-à-dire en provinces, dont seules celles d'Arcadie et de Thébaïde sont connues dans les papyrus. Les textes parlent aussi de Basse et Haute-Égypte, Ekato-Kora ou Eano-Kora, qui est une division concurrente qui semble s'imposer à la fin du 7e ou au début du 8e siècle. La Haute-Égypte correspondait à l'Arcadie et à la Thébaïde, qui sont parfois présentés dans les papyrus comme réunis sous le même commandement, tandis que la Basse-Égypte recouvrait les anciennes Augustamniques et Égypte de l'époque byzantine. L'éparchie, donc la province, continue à être administrée par un duc, en grec doux. On trouve aussi mention dans les documents d'émir, dont le nom est translittéré en grec, Amir, quelquefois avec une désinence grecque Amira, j'aurai l'occasion de revenir sur tout cela. Donc, émirs dans lesquels on a souvent cru voir une autre désignation du duc, mais il faut plus probablement y voir des commandants militaires arabes placés par le gouverneur dans les éparchies. Ces éparchies sont à leur tour divisées en pagarchies, qui est appelée en grec pagarkia ou dioikesis, qui correspondent plus ou moins aux anciens nomes, ces districts qui divisaient le territoire d'Égypte. Elles sont dirigées par un pagarque, appelé en grec pagarkos ou dioiketes. On trouve aussi le mot epikeimenos. Les pagarchies finissent par devenir la seule subdivision aux dépens des éparchies qui disparaissent avec leur duc dans la première moitié du 8e siècle. Alors, certaines pagarchies vont être partitionnées en deux, comme celle d'Héracléopolis, que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte, ou celle d'Hermopolis, en Haute-Égypte, tandis que d'autres, au contraire, résultent d'une réunification de plusieurs noms. Le pagarque, descendant direct de celui de l'époque byzantine, devient le fonctionnaire le plus en vue dans les papyrus grecs d'époque arabe, son administration étant maintenant à l'interface directe de la population et du pouvoir central. Alors, outre les métropoles, qu'on appelle poleis en grec, la pagarchie est constituée de villages, komai, ou de hameaux, epoikia, administrés localement par des meizones, ou des protokométai, c'est-à-dire premiers du village, littéralement, ou bien des hiereis, qui veut dire mot à mot prêtre, mais le mot a perdu complètement son sens religieux. Il s'agit d'administrateurs civils de village, en copte, lachané ou apé. Du point de vue fiscal, l'unité territoriale de base est le chorion. Alors l'institution du chorion, qui dans les textes byzantins signifie vignoble, mais qui change complètement de sens à l'époque arabe, est une des inventions les plus visibles du système fiscal qu'imposent les Arabes et qui se modifie
en profondeur par rapport à la période précédente, générant une foule de mots nouveaux ou de mots anciens mais qui prennent un sens nouveau et qui donnent l'impression d'un renouvellement massif du vocabulaire grec, ce qui est un des aspects du phénomène des interférences linguistiques et culturelles sur lequel je reviendrai plus en détail les semaines suivantes. L'innovation la plus spectaculaire concerne la fiscalité des non-musulmans, autrement dit de tous les gréco-égyptiens non encore convertis à l'islam. Avec l'introduction, à côté de l'impôt foncier, qui se dit en grec démosia gès et en arabe jiziyat el-ard, de la capitation, jiziyat el-ra'as, et de la taxe d'entretien des occupants, en arabe nuzul. Donc ces deux taxes, la capitation et la taxe d'entretien des occupants, sont désignées par des mots grecs au sens nouveau. Alors pour la capitation, on est allé chercher deux mots, le mot andrismos, qui, d'après le lexicographe Pollux, signifie virilité, et que l'on ne rencontre qu'une seule fois dans les papyrus d'époque antérieure, on a un exemple dans un papyrus du IVe siècle, eh bien ce mot est réactivé par le régime arabe pour désigner ce nouvel impôt, cette capitation, littéralement, signifie tout simplement l'impôt par homme. L'autre mot employé dans le même sens pour désigner la capitation est diagraphone. Diagraphone qui est un mot qui existait auparavant et qui signifiait tout simplement impôt supplémentaire ou impôt extraordinaire, qui correspond au latin descriptio, mais qui ici est remployé dans le sens de capitation, désignant désormais l'impôt courant puisqu'il s'applique à tous les non-musulmans. L'autre titre fiscal est celui qu'on voit, donc l'entretien des occupants, et celui que l'on voit déjà dans le reçu d'Abdallah que je vous ai montré à l'introduction de ce cours. C'est l'impôt perçu pour subvenir à l'entretien des occupants, autrement dit, surtout des militaires. Il est désigné par le mot grec dapané. Dapané qui veut dire normalement dépense, mais qui prend ici un sens tout à fait particulier. Ces trois impôts, la taxe foncière, la capitation, la taxe d'entretien de l'occupant, forment ce qu'on pourrait appeler maintenant un bouquet fiscal, réuni sous le chapeau d'impôts en numéraire, crucica, impôt en or, mot à mot, qui reprend avec un contenu modifié la terminologie byzantine et qui se distingue des deux autres titres fiscaux, l'impôt en blé, qui est toujours désigné par le mot en usage à l'époque byzantine d'embolé, et les impôts extraordinaires, dont le nom fait l'objet d'une semi-innovation, puisque l'on reprend le vieux mot grec d'origine latine extraordinaria, mais on en change la suffixation et ça devient extraordina. Alors nombreuses sont les autres innovations qui fleurissent dès le début de l'époque arabe. On voit par exemple apparaître une série de mots latins grécisés comme beredarios, qui vient du latin veredarius, qui désigne les courriers arabes faisant la liaison entre le gouverneur à Fustat et les pagarques, et qui est d'ailleurs passé en arabe sous la forme barid. On voit apparaître aussi le mot coursone, qui est dérivé directement du latin cursum et qui désigne les expéditions navales lancées contre les Byzantins. On voit apparaître le mot sakella, qui vient du latin sakellus, avec juste un changement de terminaison, qui est le trésor central, dirigé à Fustat par, là encore, un mot emprunté au latin sakellarius, qui devient donc en grec sakellarios. On voit aussi apparaître le mot sigillion, du latin sigillum, qui désigne un document officiel scellé, comme l'indique le mot latin, qui veut dire sceau. Vous en avez ici un exemple encore avec son sceau ici. Et ce mot d'ailleurs est rentré dans l'arabe sous la forme sigil. Il est possible que certains de ces mots, nouveaux en tout cas dans la documentation d'Égypte, aient été importés en Égypte par les arabo-musulmans qui les auraient adoptés pendant l'occupation de la Syrie et de la Palestine.
En bref, les nouvelles institutions que mettent en place les conquérants renouvellent fortement la langue des documents grecs. Les documents eux-mêmes voient leur forme renouvelée. De nouveaux genres documentaires font leur apparition ou se canonisent avec une diplomatique tout à fait originale. J'ai parlé des sauf-conduits ou sigilia, nouveau type de documents qui correspond à des nouvelles conditions de circulation, puisque ces documents scellés sont des sauf-conduits la plupart du temps, donc qui correspondent à des nouvelles conditions de circulation des personnes en Égypte. Il y a des procédures d'obtention instaurées par le nouveau régime. Je parlerai aussi bientôt plus en détail des ordres de paiement fiscaux qu'on appelle des entagia, singulier entagion, qui se multiplient avec le nouveau régime fiscal des Arabes et qui sont une des particularités les plus saillantes de la documentation d'époque arabe. Il n'y a pas jusqu'à la mise en page des documents et aux écritures qui ne subissent de profondes mutations. On voit se généraliser l'emploi d'une écriture qui préfigure la minuscule des manuscrits médiévaux, en même temps que se développe un système d'opposition graphique typique des documents arabes entre la cursive penchée que vous avez ici et qui est utilisée pour des parties d'un document contenant un texte suivi avec des phrases, avec une syntaxe, etc. Par exemple des lettres ou ce genre de choses. Donc opposition entre cette cursive et la minuscule qui est utilisée pour des parties comptables, des listes avec des chiffres, par exemple, qu'on appelle en grec des gnoseis. La minuscule, habituellement droite, comme vous le voyez ici, est caractérisée par des astes montantes et descendantes, fortement discriminantes, atteint donc un équilibre entre principe de lisibilité, ce qui explique que le nouveau régime va l'adopter pour les ordres destinés à la population, et principe d'économie permettant la multiplication d'abréviations sans verser dans la confusion des traits, ce qui la recommande tout spécialement pour les textes de nature comptable. En l'absence d'une étude dans ce domaine, il est difficile d'apprécier et de rendre compte de tous ces changements qui, malgré l'impression que pourrait donner la brève présentation que je viens de vous faire, ne sont pas intervenus tout en même temps. S'agit-il d'innovations qui s'expliqueraient par une évolution propre aux Grecs et à la diplomatique byzantine et qui ont pu, pour certaines, voir le jour avant la conquête arabe sans être documentées? S'agit-il d'innovations qui seraient le fait des Arabes eux-mêmes, avec l'aide des hellénophones gréco-égyptiens? Ou bien a-t-on affaire à des emprunts faits par les Arabes aux régions hellénophones de Syrie-Palestine, dans lesquelles ils ont résidé avant d'arriver en Égypte, et pour lesquelles notre documentation n'est pas assez abondante pour souligner ou confirmer ces filiations. Alors, j'apporterai quelques éléments de réponse lorsque j'examinerai de plus près les interactions entre Grecs et Arabes. Il n'en reste pas moins vrai que c'est une question assez délicate. Ces changements n'affectent pas seulement les documents, mais aussi le faciès de la documentation qui nous est parvenue. Celle-ci change de nature à partir du milieu du 7e siècle. Les documents administratifs, qui sont la plupart du temps des documents fiscaux, envahissent cette documentation aux dépens des documents privés, de même que se multiplient les archives administratives aux dépens des archives familiales, beaucoup plus nombreuses avant l'arrivée des Arabes. Nous n'avons plus pour cette époque des archives comme celle de Dioscore d'Aphroditée du VIe siècle, qui combinait des documents administratifs à des textes privés, des lettres, des contrats, divers papiers d'affaires, sans compter d'ailleurs les livres que lisait le propriétaire de cette archive et même les poèmes qu'il composait. Nous n'avons plus non plus d'archives comme celle du domaine des Appions, qui va du 5e siècle, alors il est vrai aux toutes premières décennies de l'époque arabe, mais qui est principalement d'époque byzantine, archives de cette famille qui, si elle remplissait des fonctions publiques, n'en était pas moins une grande entreprise aux mains des membres de cette famille qui essaient de la faire fructifier.
Alors, s'il entre dans ce déséquilibre entre archives privées et archives publiques, ou disons administratives, une grande part de hasard, les simples particuliers n'ont pas cessé d'exister après la conquête arabe, cette surreprésentation de la documentation administrative et des archives de fonctionnaires, principalement de ces fonctionnaires qu'on appelle les pagarques, cette surreprésentation peut être interprétée, au moins partiellement, comme le signe d'une immense activité générée par un nouveau pouvoir qui réforme et entend bien, par l'intensité de ses contacts avec les fonctionnaires locaux, avoir le contrôle plein et entier sur l'ensemble du territoire. La situation est à cet égard, vous le voyez, radicalement différente de celle qui prévalait durant l'occupation perse. Et la cohabitation linguistique qui en résulta a été, elle aussi, radicalement différente. Le reçu d'Abdallah montre que, dès le début, et contrairement au pelvi, l'arabe, à défaut de s'imposer, vous avez peut-être remarqué que dans le reçu que je vous ai montré, il arrivait après le grec. Donc, à défaut de s'imposer, entend se montrer et trouver sa place dans le paysage linguistique de l'Égypte, que jusqu'ici le grec et le copte se partageaient et qui vont finir par céder le pas à ce nouveau venu et par disparaître. Autrement dit, l'étude du multilinguisme de la post-conquête est sous-tendue par la question fondamentale de l'arabisation de l'Égypte, qui se pose en termes différents selon qu'il s'agisse des rapports de l'arabe avec le grec ou de l'arabe avec le copte. Le grec et l'arabe n'ont pas cohabité très longtemps, alors que le premier document arabe, vous l'avez vu, date de 643, le dernier document grec connu est de 696-697, c'est un papyrus viennois, le CPR 22-21, et encore, je dis que c'est le dernier document grec, mais il ne s'agit là que d'une comptabilité, genre dans lequel le grec parvient à se maintenir de façon presque artificielle, tandis que son usage pour d'autres types documentaires, qui nécessitent du texte suivi, avait déjà complètement périclité. Donc, vous voyez, cohabitation d'un peu plus d'un siècle. Autrement dit, le grec n'a pas survécu très longtemps à l'arabe. Le copte, lui, cohabita plus longuement avec l'arabe avant de disparaître totalement au début du XIe siècle pour les documents et vers 1300 dans le domaine de la littérature. Dans la mesure où je n'ai pas encore traité du copte, que je réserve pour l'an prochain, je suspendrai pour l'instant la question des rapports entre copte et arabe, qui d'ailleurs dépassent largement les limites chronologiques que je me suis imparties, pour m'intéresser ici avant tout à ceux du grec et de l'arabe, mais vous verrez que le copte ne sera pas totalement absent de mon propos. Cette étude se heurte à des obstacles méthodologiques qui tiennent aux sources et sur lesquels il faut nous arrêter quelques minutes. Elle doit s'appuyer avant tout sur les papyrus, qui sont les seuls documents qui permettent de suivre la montée de l'arabe et le déclin du grec. Les sources littéraires ne sont pas aussi fiables et sont surtout beaucoup plus tardives, jetant sur le problème de l'arabisation un regard rétrospectif déformé par des partis pris idéologiques. J'aurai l'occasion d'y revenir. Or, l'étude de la documentation papyrologique se heurte à un déséquilibre numérique entre texte grec et texte arabe. Pour la période allant de 640 à 800 en Égypte, Trismégistos, ce portail dont j'ai eu l'occasion de vous parler dans un cours précédent, enregistre 1744 papyrus grecs contre 564 papyrus arabes. Et plus globalement, sur les quelques 150 000 documents arabes répertoriés actuellement, seule une infime minorité a été éditée, environ 1300-1500. Beaucoup, évidemment, dépassent la fin du IXe siècle. Ce déséquilibre reflète moins la réalité de la diversité d'emploi des langues que la disparité régnant entre papyrologie grecque d'un côté et papyrologie arabe ou études arabes de l'autre. Autrement dit, si la papyrologie grecque a déjà une histoire de plus de 150 ans et qu'elle a été pratiquée par un très grand nombre de spécialistes,
Il n'en va pas de même de la papyrologie arabe, qui naît beaucoup plus tardivement et qui est toujours resté l'apanage d'un nombre restreint de savants, a pris un retard considérable. Il est vrai, heureusement, que ce retard est compensé ces dernières années par le dynamisme d'une nouvelle génération de papyrologues arabisants. Alors à cet obstacle qui tient à l'histoire des disciplines, s'en ajoute un autre plus grave encore. L'étude d'une période n'est légitime que si elle s'appuie sur la période précédente, sans laquelle il est impossible d'évaluer les continuités ou les innovations. Or, la période qui précède la conquête arabo-musulmane est globalement mal connue, je vous l'ai déjà dit, ce qui ne permet pas toujours d'apprécier à leur juste valeur certains faits attestés dans la documentation de l'après-conquête. C'est ainsi que Jean Gascou reconnaissait en 1983, je le cite, qu'il n'est pas facile de mesurer les changements introduits par les Arabes parce que le dernier état de la fiscalité byzantine, c'est un article consacré à la fiscalité, donc le dernier état de la fiscalité byzantine à la fin du règne d'Héraclius n'est pas bien connu, comme le remarquait déjà Bell, qui est un papyrologue de la première moitié du XXe siècle. On doit donc s'attendre, dit-il, à trouver des antécédents byzantins directs à certaines innovations. Federico Morelli, qui est un papyrologue très dynamique dans le domaine des papyrus grecs de l'époque arabe, avoue lui aussi, plus récemment, en 2010, ne pas pouvoir dire si, à partir de quand et dans quelle mesure, les Arabes ont renouvelé l'administration de l'Égypte ci-devant byzantine. Il nous faut donc, vous voyez, faire preuve d'une très modeste prudence. Autre obstacle qui handicape une étude sur l'arabisation de la population, c'est la raréfaction que j'ai déjà évoquée des archives privées. Cela ne veut pas dire que la documentation privée disparaît, loin de là. Mais, surtout quand il s'agit de lettres, elle n'est pas précisément datée et a pu faire l'objet de datations paléographiques erronées. Et c'est encore plus vrai, je dirais, des lettres écrites en copte. Ce déséquilibre explique que nous avons une bien meilleure connaissance de l'arabisation de l'administration que de l'arabisation de ses administrés, des populations. Quant aux sources littéraires exploitables pour le problème de l'arabisation, elles sont pour la plupart bien postérieures à la période concernée et ne sont pas exemptes, je vous l'ai dit, de biais idéologiques, ce qui contraint à les utiliser avec beaucoup de prudence. Notons aussi que les sources arabes ont tendance à focaliser leurs propos sur le nord de l'Égypte, le delta, Fustat et Alexandrie, contrairement aux sources documentaires sur papyrus, plutôt tournées vers le Fayoum, Héracléopolis Magna et la Haute-Égypte avec Hermopolis, Aphrodito, la rive ouest de Thèbes et Edfou, qui correspondent pour certaines à des découvertes d'archives très importantes. Bref, la situation, vous le voyez, n'est pas des plus confortables. Mais nous essaierons de faire avec. Conscient qu'en l'état de nos sources et de la recherche, on ne peut tirer que des conclusions provisoires sur la place de l'arabe aux 2 premiers siècles de l'islam, à côté des autres langues en usage durant cette période. Alors, si on en croit les sources littéraires, la politique d'arabisation n'a été, de la part des arabo-musulmans, qu'une préoccupation assez tardive. Le premier conquérant, Amr ibn al-As, était plutôt partisan de la continuité que de la rupture. Et selon les sources littéraires, n'a pas hésité à s'appuyer dans la sphère bureaucratique sur des gréco-égyptiens, autrement dit des Grecs, enfin des hellénophones, ce qui l'encourageait à continuer à avoir recours aux Grecs et à tolérer le copte à certains niveaux. Il aurait même rétorqué au calife Omar, qui venait d'interdire l'emploi de non-musulmans dans l'administration, je le cite, d'après Al-Asnawi, dans le pamphlet contre les fonctionnaires chrétiens,
Les musulmans ne sont pas encore familiers du pays, ne connaissent pas le montant de ses impôts et ne sont pas au fait de ses affaires. Aussi en ai-je conclu, après avoir consulté un chrétien bien informé sur le pays, qu'il était digne de confiance autant que je sache, et je me fie à lui. Cette coopération, qui est indéniable au moins durant le 1er siècle entre les forces d'occupation et la population dans les premiers temps de la conquête, se traduit aussi par une absence de conflit de nature ethnique ou culturelle observable dans la documentation papyrologique, contrairement à l'image beaucoup plus contrastée des relations entre gréco-égyptiens, chrétiens, on va dire, et arabo-musulmans, que peuvent renvoyer les sources littéraires qui sont, je l'ai dit, suspectes d'arrière-pensée religieuse. Alors certes, il y a pu avoir des frictions entre l'État et la population pour des raisons fiscales, mais on ne trouve pas de traces claires de racisme de part et d'autre. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc vous voyez, premier temps de la conquête, Amr n'innove pas du point de vue de l'arabe. Il faut attendre la fin du 7e siècle pour que se mette en place une véritable politique d'arabisation, en tout cas selon les sources littéraires. Alors, le premier texte qui en témoigne est dû à Al-Baladouri ou Al-Baladouri, le Kitab Futuh al-Buldan, ou le livre des conquêtes, texte qui a été repris par d'autres auteurs, et concerne une décision prise en l'an 74 de l'Hégire, soit 694, par le calife Abd-el-Malik ibn Marwan, qui a régné de 685 à 705. Il s'agit d'une réforme concernant les protocoles de rouleaux de papyrus. Alors, qu'est-ce qu'un protocole? Ça n'a rien à voir avec le sens qu'a le mot en français, quoique le sens actuel de notre mot français dérive par une série d'évolutions sémantiques successives du mot grec protokolon. Qu'est-ce qu'un protocole? Eh bien, c'est une sorte d'estampille qui est apposée au pinceau sur la première des feuilles constituant un rouleau. Un rouleau de papyrus était constitué de feuilles collées les unes aux autres, et la première, donc, sur cette première feuille, on peignait cette estampille. D'où le nom, évidemment, de protocolone, qui signifie littéralement sur la première feuille. Cette estampille, dont l'usage s'introduit à l'époque byzantine et qui contient le nom du comte des largesses sacrées en fonction, qui est un haut fonctionnaire financier, et la date de la fabrication du rouleau, cette estampille donnait acquis, disons, une valeur juridique encore controversée qui pourrait être semblable à celle de notre papier timbré. Or, il se trouve, comme nous le dit Al-Baladouri, que l'Égypte continuait à fournir l'État byzantin en rouleaux de papyrus en échange des pièces d'or frappées par les Byzantins, les fameux solidi, mises en circulation dans l'Empire omeyyade. Et le calife Abd-el-Malik, tombant sur l'un de ces protocoles, écrits en grec, s'offensa de la présence de la croix ou, selon certains auteurs, de l'invocation de la Trinité au lieu de la basmallah. La basmallah, c'est-à-dire cette invocation qui ouvre les sourates du Coran au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Il aurait alors ordonné de la supprimer et de la remplacer par les formules islamiques traditionnelles. L'empereur byzantin aurait alors menacé le calife de faire frapper à destination des musulmans des pièces d'or munies d'inscriptions infamantes pour le prophète et l'islam s'il ne revenait pas au protocole grec. Ce différend aurait donc eu deux conséquences. L'une monétaire, puisque, nous dit-on, le calife aurait interdit la circulation des solidi, des sous d'or byzantins, qu'il aurait remplacés par les premiers dinars. L'autre,
dans l'ordre de la diplomatique documentaire en substituant au protocole grec des protocoles arabes avec la basmala. Aussi date-t-on usuellement de ce calife l'introduction de l'arabe dans les protocoles. Alors ce récit a paru suspect à plusieurs titres. Outre que les historiens anciens qui le rapportent ne sont pas d'accord dans le détail, les témoignages papyrologiques en démentent certains détails. Les protocoles purement grecs ne contiennent ni croix, ni formule chrétienne. Vous en avez un exemple ici, et vous voyez que normalement la croix devrait se trouver au tout début. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucune croix. Quant aux formules chrétiennes, je vous laisse en décider, puisque ces protocoles voient leur écriture se styliser de plus en plus, au point qu'ils en sont totalement indéchiffrables. Mais plus grave, l'arabe se serait introduit dans les protocoles bien avant Abdel-Malik ibn Marwan, si l'on en croit le papyrus de Nessana 60, paru dans le volume 3, qui serait le débris, ou qui offrirait le débris d'un protocole gréco-arabe datant de 674, d'après le document qui est rédigé juste après. Donc vous voyez ici la fin du protocole qui serait perdue, on aurait juste la dernière ligne du protocole, ici reconstituée dans l'édition, on aurait juste ce mot qui apparaîtrait, et ensuite le document arabe et ensuite grec, copié, écrit dessous, qui lui date bien de 674. Donc d'après ce témoignage, cela signifierait qu'il existait des protocoles contenant de l'arabe avant Abdel-Malik, et en l'occurrence en 674. Pourtant, cet unique précédent a été récemment remis en question par Naïm Ventigame. Le mot al-Muminin, les croyants, que l'on voit ici dans le texte arabe, qu'Adolphe Groman, qui est le premier à avoir publié ce document, grand papyrologue arabisant, a interprété comme la fin d'un protocole. Eh bien, ce mot, comme vous le voyez, n'est pas écrit avec un pinceau, mais il est écrit avec le kalam, c'est-à-dire le roseau qu'on utilise pour écrire n'importe quel document, comme ici. Or, vous avez vu que les documents, les protocoles, sont normalement écrits avec non pas un kalam, mais un pinceau, d'où ce trait beaucoup plus grossier. La conclusion de Ventigame, c'est que nous n'avons pas ici affaire à un protocole. Et donc, exit ce précédent qui daterait d'avant Abdel-Malik et qui nous amenait à suspecter le texte d'Al-Baladouri. En conséquence, les plus anciens protocoles que nous connaissons, contenant de l'arabe, datent bien d'Abdel-Malik et confirment donc le récit d'Al-Baladouri, à ceci près qu'ils ne sont pas uniquement en arabe, mais qu'ils sont en arabe et en grec. Et je vous ai mis donc les deux protocoles les plus anciens, qui correspondent tout à fait au règne d'Abdel-Malik. Le premier est un papyrus encore inédit, qui se trouve à Strasbourg. Je remercie les deux éditeurs de ce texte, qui est sous presse, Alain Delattre et Naïm Ventigame, de m'avoir communiqué leur édition avant sa sortie. Ce papyrus vient d'Hermopolis, date de 694-695, et il est suivi d'un texte rédigé en arabe et en grec. Vous voyez effectivement qu'on a bien affaire ici à un protocole, puisqu'on a des traits beaucoup plus épais, caractéristiques de ces estampilles au pinceau. Le deuxième, bien, je vous l'ai montré tout à l'heure déjà, il s'agit
d'un texte qui vient de Thèbes et qui est daté de 694-695 d'après l'éditeur, mais qui, toujours d'après cet article d'Alain Delattre et de Naïm Ventigame, daterait en fait de l'année suivante, de 696-697, ou 2 années après, d'après la relecture de la date indictionnelle faite par ces deux savants. Et vous voyez là encore ce protocole écrit avec un pinceau beaucoup plus épais que le texte qui suit. Auparavant, les Arabes continuaient à utiliser des protocoles à la byzantine, ne contenant que du grec, même, je vous l'ai dit, stylisé jusqu'à en devenir illisible, comme le montre par exemple ce papyrus du Michigan, où vous avez ce protocole qui est sur le premier feuillet d'un rouleau qui est ensuite utilisé pour un document qui est écrit en arabe. Les protocoles bilingues arabo-grecs qui apparaissent sous Abdel-Malik sont en fait de bien curieux hybrides et j'en réserve l'étude pour le prochain cours. Je vous remercie.